finance stock. Aujourd'hui, on se penche sur une question que beaucoup se posent. Banque classique ou néobanque? Laquelle choisir, finalement? C'est vrai que le monde bancaire bouge énormément en ce moment, avec toutes ces options digitales. On va essayer d'y voir plus clair ensemble. Alors commençons par ce qui attire chez les néobanques. On entend beaucoup parler de simplicité, de rapidité et puis de tarifs bas, hein. Qu'est-ce qui les différencie vraiment fondamentalement des banques, disons, traditionnelles? Eh ben, la grosse différence, c'est vraiment le modèle de base, en fait. Les banques traditionnelles, bon, tu penses à BNP Paribas, Société Générale en France ou les Sparkassen en Allemagne, elles ont un réseau d'agences physiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une gamme de services très complète, crédit, mots, épargne un peu sophistiquée, ce genre de choses, et souvent, tu as un conseiller attitré. Le revers de la médaille, c'est que les frais peuvent être plus élevés et c'est pas toujours hyper transparent, quoi. Et à côté, tu as les néobanques. Alors là, c'est N26, Revolut, Vivid, ce genre d'acteurs. C'est 100% digital, tout passe par l'appli mobile. Leur truc, c'est la simplicité pour les opérations courantes, l'instantanéité, et puis des tarifs, oui, très compétitifs. Parfois même la gratuité pour les services de base. Par contre, toute l'interaction est dématérialisée. Pas de conseiller dédié comme dans une agence. Ah, et puis il y a aussi une catégorie un peu entre les deux, les banques en ligne, genre Boursorama, Hello Bank. Souvent, ce sont des filiales de grands groupes. Elles offrent un peu un compromis, des tarifs attractifs comme les néobanques, mais une offre de produits souvent plus large. D'accord, je vois. Cette simplicité, les coûts réduits, franchement, c'est séduisant. Mais concrètement, si on a besoin de services un peu plus essentiels, je pense à un gros crédit, un prêt immobilier par exemple, ou même quelque chose de tout bête, déposer un chèque reçu pour un anniversaire, ça marche aussi facilement avec une néobanque? Alors, c'est justement là qu'on touche aux limites principales des néobanques. Souvent. Obtenir un crédit immobilier ou même un financement pro un peu conséquent, ça reste quasi exclusivement le domaine des banques traditionnelles. C'est très rare ailleurs. Et pour l'encaissement de chèques ou le dépôt d'espèces, comme elles n'ont pas d'agence physique, c'est souvent soit très limité, soit payant, soit les deux. C'est pour ça qu'elles sont super pratiques pour, disons, les étudiants, les freelances, ou pour gérer les dépenses du quotidien. Mais pour un commerçant qui gère une caisse, par exemple, c'est moins adapté. D'ailleurs, petite anecdote culturelle, tu vois, le chèque en Allemagne, on l'utilise quasiment plus, alors qu'en France, il fait de la résistance. Ah oui, intéressant ça. C'est fou ces différences. Et justement, en parlant de différences, comment ça se compare, la situation entre la France et l'Allemagne sur ce marché? Mais les acteurs populaires sont pas forcément les mêmes. En France, Boursorama et Hello Bank sont très très forts. En Allemagne, tu vas plus entendre parler de N26 ou de DKB, une banque en ligne assez populaire là-bas. Et bien sûr, il y a toujours les Sparkassen, ces caisses d'épargne locales qui ont un poids énorme. Un truc à savoir en Allemagne, parfois c'est ce qu'on appelle la discrimination à l'IBAN. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce que c'est? À accepter un virement vers un IBAN qui n'est pas allemand, même si techniquement c'est illégal dans la zone CEPA. C'est bon à savoir. Par contre, côté sécurité des dépôts, là, pas de souci, c'est harmonisé au niveau européen. Tes fonds sont protégés jusqu'à 100 000 euros par client et par banque, que ce soit par le FGDR en France ou l'Einlagensicherung en Allemagne. Et ça vaut aussi pour les néobanques qui ont une licence bancaire comme N26 par exemple. Bon, d'accord. Entre les banques classiques, les néobanques, les banques en ligne, ça fait pas mal d'options. Comment on fait pour s'orienter là-dedans? Le choix a l'air très personnel au final. Bonne question. Est-ce que c'est juste pour gérer mes dépenses de tous les jours, mon budget, ou est-ce que j'ai besoin de produits plus complexes, un crédit, de l'épargne à long terme? Est-ce que j'utilise encore des espèces, des chèques régulièrement? Est-ce que c'est important pour moi d'avoir une agence, un conseiller à qui parler? Est-ce que je voyage souvent? Là, les frais à l'étranger, ça compte. Et puis, bien sûr, est-ce que je suis à l'aise avec une gestion 100% digitale? Une solution que beaucoup adoptent maintenant, c'est ce qu'on appelle la multibancarisation. C'est-à-dire? Tu combines les deux. Tu gardes une banque traditionnelle pour le salaire, les gros crédits, l'épargne principale, tu vois. Et à côté, tu utilises une néobanque pour les dépenses courantes, les voyages ou juste pour tester leurs outils un peu innovants. Pour simplifier, on pourrait dire. T'es étudiant, tu voyages beaucoup, une néobanque peut très bien faire l'affaire, voire suffire. T'as une famille, un projet immobilier, bon là, une banque traditionnelle ou une banque en ligne bien établie reste souvent indispensable. Et bien sûr, petit rappel important, notre discussion ici, c'est à titre informatif, hein. Ça ne remplace absolument pas un conseil financier personnalisé, adapté à chaque situation. Parfait, c'est noté.
Et c'est important de le rappeler. Merci. Alors si on devait résumer les points clés pour aider à choisir. Premièrement, identifier vraiment ses besoins. Usage quotidien simple, gestion de budget, besoin de crédit, épargne spécifique, paiement à l'étranger. Deuxièmement, bien comparer les offres. Les frais évidemment et surtout leur transparence. Mais aussi les services qui sont inclus, les limites de retrait ou de dépôt et la qualité du service client, ça compte. Et troisièmement, ne pas avoir peur de mixer les solutions. La multibancarisation, ça peut être une bonne stratégie, ou au moins tester une néobanque comme compte secondaire avant de faire le grand saut. Tout à fait. Et peut-être une petite réflexion pour finir. Au-delà des frais et des services, on voit aussi émerger des banques qui mettent en avant des valeurs, disons éthiques ou écologiques, comme Helios ou Tomorrow. Ça ajoute encore un critère de choix, celui des valeurs, qui devient de plus en plus présent pour certains. C'est une excellente remarque, merci pour cet éclairage très complet. La prochaine fois, on abordera un sujet malheureusement très actuel, comment repérer et surtout comment éviter les arnaques financières, les plus courantes. Un sujet crucial. Alors pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines discussions. À bientôt!